cher Vincent, pour cette invitation. Je suis vraiment très heureuse et honorée d'être là, même si je pars sous le contrôle d'experts et sur les questions de gouvernance. J'ai précisé européen parce que ma compétence s'épuise assez rapidement au-delà des frontières de l'Europe. Et en plus, je pars sous le contrôle d'une vraie expert de la gouvernance qui est ici. Donc voilà, je vais me limiter au projet européen. Mais voilà, et je serais très heureuse de confronter s'il y a des visions différentes de la notion de gouvernance, parce que c'est une notion qui est une certaine plasticité et où on peut mettre beaucoup de choses derrière ce terme-là. La notion de gouvernance, alors je ne vais pas faire toute la généalogie du terme qui remonte à un vocabulaire entrepreneurial, la gouvernance d'entreprise, qui vient plutôt de l'économie, qui est arrivé en tout cas en Europe dans les années 90, à l'occasion, enfin, qui a commencé à irriguer un petit peu le champ de la science administrative pour évoquer toutes les théories du New Public Management, une forme d'efficacité au fond de l'action publique, recentrer l'État sur ses missions essentielles, on n'administre plus, on pilote des politiques publiques. Donc, tout ça, c'est accompagné d'une forme de redéfinition de la normativité à la faveur de formes de régulation, de co-régulation, plutôt que des formes de normativité classiques. Alors, c'est vrai que dans l'Union européenne, le terme de gouvernance est très associé politiquement à un livre blanc sur la gouvernance européenne au début des années 2000, en 2001, qui est passé, alors était un petit peu synonyme dans l'esprit de la Commission, sans doute, de démocratie, l'idée d'avoir des nouvelles méthodes européennes, où la notion de gouvernance dans ce livre blanc était définie comme les règles, processus, comportements qui influent sur l'exercice des pouvoirs, avec des principes d'ouverture, de participation, de responsabilité, d'efficacité des politiques publiques européennes. Donc l'idée, c'était que la Commission se recentre un peu sur ses tâches essentielles et puis délègue à des agences un peu des formes de mise en œuvre des politiques publiques. Donc, en droit européen, même plus largement, l'idée de gouvernance va être associée à l'idée d'une méthode de régulation institutionnelle moderne, efficace. Elle est appliquée aussi, et on la retrouve en matière de numérique, cette conception assez institutionnelle et politique de la gouvernance. Elle est appliquée aussi à un projet politique européen, notamment en matière de partage de données. Donc, il y a vraiment, si on prend dans le champ juridique, à la fois une proposition de gouvernance européenne à suivre pour la décennie numérique. Alors là, on va le voir, l'imagination juridique au pouvoir, on a une pléthore de qualifications pour dessiner cette boussole numérique, donc une voie à suivre qui propose une forme de gouvernance assez institutionnelle au fond de la politique européenne du numérique, et puis aussi un projet plus matériel de gouvernance européenne des données, évidemment incarné par l'adoption d'un règlement en 2022, le 30 mai 2022, du Data Governance Act, du règlement sur la gouvernance des données. Donc, on est comme ça un petit peu à la fois sur une méthode institutionnelle, un projet politique plutôt matériel. Alors, dans les textes, on ne trouve pas trop de définition de la gouvernance des données dans le DGA, si ce n'est dans le communiqué de presse. Alors, j'ai trouvé le communiqué de presse. Voilà, question-réponse sur le site de la Commission européenne. Donc, c'est un ensemble de règles, de moyens applicables à l'utilisation des données qui s'appuient sur des mécanismes de partage, d'accords, de normes techniques, donc des structures, des processus. On maintient quand même un petit peu le suspense et l'ambiguïté à travers des concepts où on peut mettre finalement tout ce qu'on veut. L'existence de structures, de processus pour partager les données de manière sécurisée, notamment par l'intermédiaire de tiers de confiance. J'y reviendrai. Donc, il me semble qu'il y a quand même le terme de gouvernance en matière de données incarne une forme de déplacement quand même, au moins dans la communication politique autour des textes. C'est qu'au départ, et notamment les précédentes commissions européennes, parlaient beaucoup de marché unique numérique, de marché unique des données. Et il me semble que le terme de gouvernance des données apparaît en remplacement de cette idée de marché unique des données. Et incarne peut-être autre chose politiquement. En tout cas, on sortirait d'une logique plus classique de marché intérieur au profit d'une stratégie pour les données, donc peut-être d'un projet politique plus autonome de gouvernance des données. Et dans sa stratégie européenne pour les données, donc on voit qu'il y a à la fois un objectif, un projet politique, un modèle européen de partage de données. Et donc, la question qui peut se poser, c'est de savoir si
cette notion de gouvernance incarne, au-delà d'une méthode institutionnelle, et donc en renvoyant une notion assez classique, une vision politique européenne nouvelle. On sortirait d'une logique de marché, de libre circulation, pour avoir un projet plus politique de partage des données. Et c'est vrai qu'en cela, le DGA incarne peut-être une forme de spécificité européenne, de mise à disposition des données pour favoriser leur réutilisation. Donc, pas avoir un Amazon, un Microsoft européen, de fait qu'on n'a pas, mais d'essayer d'avoir un modèle de confiance. Alors là, on est confiance, on est au cœur de toutes les valeurs européennes et qui va être incarné, j'y reviendrai dans ma deuxième partie, sur notamment le modèle des intermédiaires de données pour essayer de mettre en place ces mécanismes de partage de données. Donc, est-ce qu'il y a une vraie évolution au-delà du vocable entre marché unique numérique, marché unique des données et modèle de gouvernance? Donc, l'idée, c'est bien qu'il y ait une circulation des données, mais peut-être aussi au-delà, une prise en compte de l'ensemble de la chaîne des valeurs des données au niveau européen, au-delà de la simple question parce qu'on ne peut pas l'appréhender en réalité juste sous l'angle de la circulation, si on n'envisage pas avant la question de l'accès, de la mise à disposition, de la disponibilité des données. Donc, est-ce qu'il y a un vrai modèle européen du partage de données qui passerait par des formes institutionnelles nouvelles, notamment cette idée d'intermédiaire de données, et pour favoriser ce projet politique. Alors, un mot peut-être d'abord sur cette gouvernance, l'aspect plus institutionnel de la gouvernance des données, la gouvernance de la politique européenne du numérique. Et j'évoquerai plus spécifiquement dans un second temps la question de la gouvernance des données. Et donc, avec cette tension sous-jacente entre l'idée d'avoir un projet politique européen de partage des données, mais qui, me semble-t-il, en tout cas, on pourra en discuter, s'arrime malgré tout sur des formes assez classiques de régulation économique. Alors d'abord, cette conception assez classique de la gouvernance, l'idée finalement d'une appréhension un peu institutionnelle, de méthode, mais avec l'idée un peu d'une touche de modernité et d'efficacité. Et donc, on sortirait de cette logique marché intérieur pour avoir une politique autonome. Dans l'ouvrage sur la politique européenne du numérique, j'essaye d'envisager l'idée, les conditions de l'émergence d'une politique spontanée, en fait, qui a surgi comme ça ex nihilo, parce qu'en droit de l'Union européenne, la question fondamentale est celle de la compétence. Et il n'y a pas de compétence, si ce n'est une base juridique sur la protection des données à caractère personnel. Donc, c'est sans doute la raison pour laquelle, au départ, on a essayé d'arrimer un petit peu ça sur l'idée de marché unique numérique, ce marché intérieur, pour le coup, je ne sais pas pourquoi on a cherché le marché unique qu'on avait délaissé depuis 2 ou 3 décennies. Le marché intérieur, ça marche à tous les coups, c'est la base juridique de l'article 114, donc c'est la base magique où avec le marché intérieur, on peut finalement aller chercher toute une série dépasser les compétences européennes pour aller, il y a un effet très attractif de cette notion de marché intérieur où on peut tout saisir, y compris d'ailleurs des questions de cybersécurité. Et donc, pour dépasser cette question de la compétence, alors, il y a un trésor d'imagination qui a été développé par les institutions européennes pour essayer de développer toute une palette d'instruments, d'outils voilà, où on a toutes les échelles de normativité. Donc, de ce point de vue-là, ce projet de normativité du numérique tombe vraiment très bien parce qu'il y a ce décrochage au niveau européen qui est assez flagrant entre une volonté politique très forte de conduire une vraie politique européenne en matière de numérique et finalement des compétences juridiques qui sont assez limitées. Bon, si ce n'est qu'on connaît quand même un petit peu la plasticité de la théorie des compétences en droit de l'Union, mais ce projet politique, alors là, on a des boussoles, des plans, des communications, des déclarations, des stratégies, des conclusions, des boîtes à outils, des synergies, on a vraiment… et alors, ça, c'est rendu possible aussi par le fait qu'il y a quand même une forme de consensus au niveau européen sur les enjeux du numérique, autant sur tous les autres sujets de la politique énergétique à l'Asie, c'est très difficile de trouver un consensus au niveau européen. Autant pour le coup, il y a quand même un consensus parce que les États ont quand même aussi pris conscience que ces questions ne pouvaient se dénouer, on revient à des questions un peu de souveraineté numérique européenne, etc., qu'au niveau européen. Donc, on multiplie les plans d'action, les boîtes à outils, les incitations, des nouvelles formes de gouvernance, des nouvelles formes de légistique aussi, puisque fini les règlements un petit peu techniques, on a maintenant des actes
des lois sur la gouvernance des données, des lois sur les données, des lois, on ose le terme de loi, on ose le terme de souveraineté, en fait, en termes de numérique, on ose tout, des synergies publiques-privées, des verticalisations de compétences nationales, mobilisation de bases juridiques méconnues, politique de développement technologique et de la recherche et de l'espace. Enfin bon, on va vraiment chercher tout ce qu'on peut trouver. Donc il y a une forme de réinvention, au premier abord en tout cas, des formes juridiques, des procédures institutionnelles. Et finalement, on dépasse un peu le... Pendant longtemps, j'avais pensé à un tropisme juridique européen qui appréhende tout sous un angle très, très juridique. Et donc là, peut-être se déploie quelque chose qui sort un petit peu de ce cadre juridique assez contraint. Et donc, tout ça se fait évidemment avec l'aval des États membres. On compte plus les déclarations du Conseil qui incitent la Commission à mobiliser toutes les politiques possibles, politiques industrielles, commerciales, éducation, recherche, innovation, pour mettre en œuvre donc cette boussole numérique. Alors, je suis un petit peu perdue dans les slides, ça correspondra plus ou moins. Voilà. Et donc, voilà, et donc un programme d'action. Donc, si ça correspond bien, publié en 2021, Voie à suivre pour la décennie numérique. C'est pas, ça reste assez flou, qui doit mettre en œuvre les visions, les objectifs, etc. de la boussole numérique. Donc, au fond, ça correspond à un mécanisme assez classique de suivi avec des rapports nationaux de progrès. Donc, il y a des objectifs stratégiques. Et puis, les États membres doivent faire des rapports annuels à la Commission sur l'état d'avancement de ces objectifs en matière numérique. Donc, ça, c'est vraiment ce cadre qui est appelé gouvernance pour la boussole numérique. Voilà, ça, c'est dans le langage, dans la communication politique européenne. Donc, on est là sur un cadre de gouvernance très classique, très institutionnel. On n'a pas vraiment un projet politique. Il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau. Et surtout, la Commission précise bien pour ce cadre de gouvernance qu'on n'est pas sur des choix politiques, stratégiques, substantiels, mais seulement un cadre méthodologique, un cadre de gouvernance qui, je la cite, doit rester neutre à l'égard des mesures concrètes. Donc, alors, cadre, ça fait partie aussi des... Il y a beaucoup de cadres qui existent. On a un cadre pour l'état de droit, un cadre pour la surveillance bancaire. Enfin, ça aussi, cadre, on pourrait s'amuser, si on avait un peu de temps, à comparer cadre, gouvernance. Enfin, la différence entre ces différents mécanismes. Mais fondamentalement, ça renvoie à une forme de dialogue entre la Commission, les États membres et peut-être aussi un petit peu plus largement avec des autorités au niveau régional, local, et peut-être on parle beaucoup désormais des parties prenantes, de la société civile, etc. Donc là, on a un système de gouvernance qui se déploie quand même sur un cadre extrêmement classique et qui fait d'ailleurs beaucoup penser au cadre sur l'état de droit, avec des rapports annuels de la Commission. Donc là, c'est un rapport d'avancement sur la décennie numérique, avec un suivi des objectifs, avec des indicateurs clés de performance définis par la Commission, etc. Donc là, c'est un cadre très classique de gouvernance avec la Commission qui peut adopter des recommandations. Voilà, si les feuilles de route des États ne correspondent pas aux objectifs fixés dans cette fameuse boussole. Peut-être en anglais, ça sonne mieux compass, mais c'est vrai que la traduction française n'est pas très flamboyante en termes de vision politique. Donc, cette boussole numérique de l'Union européenne. C'est un cadre juridique, pour un juriste un peu positiviste, c'est un cadre quand même malgré tout un peu flou, des rapports, des priorités stratégiques, tout ça paraît assez dissolu. L'intérêt, ce n'est pas tellement finalement d'établir un cadre juridique contraignant, c'est plutôt de gérer l'imbrication des niveaux de compétences, des niveaux de décision. L'idée peut-être là de la gouvernance, et c'est peut-être là la forme d'originalité de ce cadre-là en matière de numérique, c'est un peu d'horizontaliser la gouvernance de la politique du numérique, c'est-à-dire à la fois d'élever au niveau européen des questions qui relèvent finalement d'une compétence nationale et aussi d'avoir une appréhension plus... La difficulté avec les politiques européennes, c'est que c'est très sectoriel. On raisonne par base juridique et donc on a chaque politique qui est conduite un peu comme ça. Et là, on a finalement une transversalité très forte de cette politique. C'est pas la première fois, on avait déjà un peu vu ça en matière d'environnement, mais en matière de numérique, c'est quand même accentué. Donc une pluralité de compétences, de niveaux de décision, de politique. Et finalement, ce cadre de gouvernance permet une forme d'homogénéisation, de mise en cohérence peut-être avec des bases juridiques, des compétences, des niveaux de décision un petit peu disparates. Donc ça, c'est finalement la forme un peu classique, c'est cette boussole là dont on nous a parlé l'année dernière.
Alors, ce qui est un petit peu plus original, c'est mon deuxième point, j'y passerai plus de temps. Pour moi, comme je suis encore à l'heure française, il est 22h57, donc vous me coupez quand il sera, quand il sera à la bonne heure ici pour que je m'arrête. L'idée de gouvernance des données apparaît quand même a priori comme quelque chose de plus original, parce qu'on a à la fois l'incarnation d'un modèle européen, en tout cas d'une vision européenne qui se veut autonome. Et là, il y a quand même une forme de disruption, pardon d'utiliser le terme, il est un peu inévitable quand on parle de numérique, dans les politiques européennes, parce que c'est cette transition du marché unique numérique, donc très ancré, comme je le disais tout à l'heure, dans la logique marché intérieur, à l'idée d'une politique autonome. Et ça correspond quand même à… Alors, c'est notamment, ça correspond aussi au changement de politique de la Commission. Sur la Commission Juncker, il y avait beaucoup d'adaptation au marché intérieur. En fait, tout le numérique était pensé comme des ajustements, parfois qui étaient bien faits, parfois un petit peu plus discutables. Adaptation au marché intérieur, parfois technique, parfois bien pensé, mais pas une vision, pas un projet politique européen. Et donc finalement, plutôt l'idée d'un rattrapage normatif européen à finalement un phénomène technologique, industriel qui le dépasse, et pas vraiment d'essayer de défendre une vision, un souffle, une nouvelle approche, voilà. Avec la commission von der Leyen, je pense qu'on a quand même changé et que finalement, cette politique du numérique, elle s'arrime sur un projet politique, celle d'un modèle européen alternatif finalement au modèle chinois-américain, qui sont un peu les pôles de référence, un modèle européen autonome du partage de données. Donc, construire une gouvernance et affirmer une identité européenne, des valeurs. Et donc, on n'est plus dans une logique de suppression. Marché intérieur, c'est suppression des entraves, c'est libre circulation, c'est dérégulé au fond. Une politique autonome, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt réguler. Et créer un modèle européen de données, il y a quelque chose de volontariste. Il y a une intervention du politique finalement qui se dit que si on laisse faire le libre jeu des marchés, bah, c'est des gatekeepers, c'est finalement des barrières à l'entrée en permanence à cause de cette question d'accès aux données. Alors, on pourrait penser là que finalement, on arrive sur une logique classique de régulation économique, même si une des différences, c'est que là, la donnée, par rapport aux biens par rapport aux valeurs économiques qu'il a pu s'agir de réguler, notamment sur les industries de réseau, etc., la donnée, c'est pas une ressource rare, c'est une ressource difficile d'accès, mais c'est une ressource où les économistes la définissent comme un bien non rival, c'est-à-dire que plus on l'utilise, plus on la réutilise et plus elle prend de valeur en termes économiques. Donc, il faut peut-être une approche intrinsèque de cette donnée, un interventionnisme, une régulation juridique adaptée à la spécificité économique de cette valeur économique de la donnée. Et là, c'est là qu'intervient le Data Governance Act qui cherche à incarner un modèle européen qui essaye de dépasser la porie européenne parce qu'on est coincé entre un modèle américain très fort, entre un modèle chinois qui sont des visions très différentes, qui ont des géants de la technologie qu'on n'a pas au niveau européen. Donc, on ne va pas créer un Google européen, mais comment faire pour essayer de récupérer une forme de souveraineté sur les données? Proposer un modèle alternatif qui va être donc un peu plus politique, un peu plus volontariste. Et donc, c'est la stratégie pour les données. Et voilà, elle est là, la stratégie pour les données qui a été présentée en 2020, le même jour que le livre blanc sur la régulation de l'intelligence artificielle. Donc, pour montrer un peu aussi la cohérence globale, parce qu'in fine, en bout de chaîne, un des enjeux de la gouvernance des données, c'est le développement de l'IA, notamment. Et donc, comment créer un véritable marché pour les données, même si cette logique marchande apparaît pas forcément très adaptée en matière de données, que finalement, et en saisissant toute la chaîne de valeur des données, donc du stockage, des questions d'interopérabilité, de portabilité, d'accessibilité, de réutilisation. Donc, on délaisse la stratégie de dérégulation, d'autorégulation, fondée sur la suppression des entraves, pour s'engager sur une voie nouvelle, la construction politiquement assez volontariste, juridiquement assez innovante de circulation de ces données qui tient compte de cette valeur économique spécifique. Et donc peut-être qu'en cela, l'idée de gouvernance des données renvoie à ce volontarisme politique pour créer, vraiment de façon très, très volontaire et pas du tout spontanée, cette forme de partage de données avec donc une logique, alors ça c'est le vocabulaire européen, horizontale avec le DGA, des espaces sectoriels de données en matière de santé, on en parlera bientôt, en matière de transport, en matière il y en a 8 ou 9.
Alors, on a peut-être un projet politique, ce qui est assez nouveau finalement en droit de l'Union. Donc là, c'était la boussole numérique. Donc, je suis pas en phase avec mes slides. Et donc, l'idée est que cette gouvernance est vraiment arrimée sur, là, en long, en large et en travers, une économie fondée sur les données. Donc, on a un projet politique et maintenant, quelle forme de régulation juridique? Donc, l'objectif, c'est que la donnée soit une ressource accessible pour les opérateurs économiques. Et donc, réciproquement, symétriquement plutôt, sa maîtrise ne doit pas être un instrument de domination économique entre les mains des entreprises qui en maîtriseraient l'accès. Donc, il ne faut pas que l'économie de la donnée conduise à une nouvelle forme de dépendance à l'égard des fournisseurs de données. Et donc, l'enjeu de la législation européenne, c'est s'engager dans la voie donc, de cette facilitation de l'accès aux données, qui n'est pas si éloigné finalement de l'idée de ressources essentielles, et notamment pour favoriser les startups, les PME, les jeunes pousses, pour reprendre le vocabulaire européen. Et donc, il y a toute une série de textes législatifs au-delà du DGA. Alors, on a eu un règlement un peu malheureux, Free Flow of Data, sur la libre circulation des données à caractère non personnel, qui cherchait à notamment supprimer les barrières entre échanges, les barrières dans les échanges entre États membres, même si voilà, il y a une conception trop marché intérieur. Finalement, l'échec de ce règlement est d'avoir pensé les entraves à la circulation des données à travers les frontières entre États membres, alors que c'était des questions d'interopérabilité, d'échange entre plateformes plutôt qu'entre États membres. Et pour créer les conditions d'un partage de données, le problème, ce n'est pas les frontières entre États membres. Donc, il a fallu penser autrement ce cadre harmonisé pour l'échange des données. C'est l'objectif du DGA et pour favoriser. Et donc, il y a plusieurs choses dans le DGA. Il y a l'idée d'approfondir un peu la politique d'open data, de réutilisation des données détenues par les autorités publiques. Et donc, mais bon, ça qui s'inscrit dans une politique qui était déjà bien entamée avec plusieurs directives sur les données ouvertes du secteur public, et plus innovant, la régulation juridique des services économiques liés aux données. Et c'est là qu'apparaît une notion juridique qui se veut nouvelle, un nouveau modèle de régulation juridique, notamment à travers la notion de service d'intermédiation de données qui est consacrée par le DGA, qui est une prestation de nature non seulement économique, mais aussi commerciale et qui contribue à la concrétisation d'un espace européen commun des données. Donc, c'est un modèle commercial qui a pour objectif de permettre aux entreprises et aux particuliers, B2B, B2G, B2C, de partager ces données. Et donc, alors si je prends la définition du DGA sur le service d'intermédiation de données, donc un service qui vise à établir des relations commerciales à des fins de partage de données entre un nombre indéterminé de personnes concernées, des détenteurs de données et les utilisateurs de données. Donc, en réalité, ça regroupe une immense pluralité de services, de formes juridiques très différentes, entre les coopératives de données, les data brokers. Enfin, il y a beaucoup de modèles économiques extrêmement différents, avec une forme, malgré tout, de tentative de mise en cohérence, mais ça, c'est le problème à chaque fois d'articulation des textes, et notamment par rapport au RGPD, le fameux sans préjudice 2. Et en pratique, on se débrouille pour appliquer ça. Et donc, avec des définitions sur les personnes concernées, donc renvoie au RGPD, détenteurs de données. Donc, l'idée de services d'intermédiation de données, c'est au cœur de cette notion de gouvernance, qui sont censés incarner une nouvelle forme de régulation. Et donc là, l'équation délicate à résoudre pour les institutions européennes, s'agissant de la régulation de ces services d'intermédiation de données, c'est la suivante. D'un côté, comme tout intermédiaire, ils doivent répondre à un standard de confiance pour offrir utilement leurs services. Mais ce standard doit être justement calibré pour atteindre les objectifs de la législation. Et c'est là l'enjeu. Alors déjà, parce que, comme je l'ai souligné, ces services ne constituent pas du tout un bloc homogène. Il y a des modèles économiques très différents, et notamment des règles spécifiques, par exemple pour les coopérations de données. Et donc, ça complique la définition d'un cadre juridique cohérent. Et en plus, là, on n'a pas forcément un modèle de régulation dont on peut se servir pour cette prestation qui est quand même assez originale. Malgré tout, quand on regarde le DGA, on retrouve des éléments très caractéristiques du droit de la concurrence et du droit de la régulation, l'indépendance du prestataire et un encadrement de l'accès aux données qui rappelle quand même malgré tout la logique de régulation des réseaux. Si ce n'est que, comme je soulignais tout à l'heure, la donnée n'est pas une ressource unique et non duplicable, et donc ce modèle classique de régulation a aussi des limites. Et en plus, il y a toujours cette idée de dialectique avec le RGPD,
c'est-à-dire la particularité du droit de la donnée, de la gouvernance des données, c'est qu'on doit trouver un équilibre entre, d'un côté, permettre de... Il y a deux intérêts divergents. D'un côté, essayer d'établir une confiance, c'est-à-dire qui implique aussi un contrôle de ces prestataires de données, pour pas que la donnée soit réservée ou interdite d'accès. Donc là, on quitte un petit peu la logique protectrice du RGPD pour organiser la valorisation économique de la donnée personnelle. Donc la réglementation doit être suffisamment normative et exigeante pour ne pas non plus remettre en cause l'édifice bâti de protection par le RGPD et par la Cour de justice aussi. Et d'un autre côté, on a un modèle commercial qui paraît impliquer une liberté de constitution, d'agissement de ces prestataires d'intermédiation de données pour ne pas mettre en cause l'objectif d'efficience économique qui est poursuivi. Et donc, cette tension entre ces deux objectifs un petit peu différents, faire peser des obligations sur eux, mais qui ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour ne pas entraver le développement effectif de cette économie de la donnée. Donc, le DGA essaye de trouver un équilibre avec, malgré tout, quand on regarde un petit peu dans le... Mais je ne vais pas entrer trop dans les détails de ces services d'intermédiation de données, on n'a pas quand même l'idée... il y a eu un colloque organisé en France sur l'idée de tiers de confiance. Je n'ai pas du tout le sentiment qu'on retrouve cette idée de tiers de confiance à travers une idée de représentation ou de mandat. Quand on regarde le modèle juridique du DGA, c'est un professionnel dont la prestation est seulement considérée comme essentielle d'un point de vue économique, ce qui justifie un cadre juridique adapté. Et donc, on est toujours sur le registre de la fiabilité, de l'efficience, mais l'objectif profond du règlement sur la gouvernance des données, c'est davantage la confiance dans le modèle économique du partage de données, davantage que la confiance dans le prestataire de données lui-même. Évidemment, il y a des liens entre les deux. Donc, on a ces deux aspects dans le cadre instauré par le DGA, renforcer la confiance par la fiabilité de la prestation, le contrôle du prestataire. Et ça passe par un contrôle, par une autorité indépendante qui présente des garanties d'indépendance, d'impartialité, d'efficacité sur ces prestataires de données. Et donc, finalement, le tiers de confiance, c'est presque davantage l'autorité nationale de contrôle que le prestataire lui-même, quand on voit les modalités qui visent à assurer de garantir une concurrence en évitant de donner un pouvoir trop fort aux prestataires de services d'intermédiation de données. Donc, il me semble que s'il y a une spécificité dans la gouvernance des données, dans ce modèle européen de régulation de l'économie de la donnée, c'est la confiance dans le partage de données. Et donc, bon, je ne reviens pas sur toute l'organisation juridique de la prestation, du prestataire, mais de fait, avec cet accent mis sur le régulateur, on est quand même dans un modèle assez classique de droit de la régulation ex ante, qu'on trouve dans les textes de droit européen dérivés, et avec un atavisme assez évident sur la régulation économique quand on regarde les exigences de fourniture, de qualité du service, etc. Et donc, on a là finalement une appréhension classique par les autorités européennes sur des formes de régulation économique. Je parlais combien de temps à peu près là que je vois si je développe ou je conclue. Ah ben voilà, 3-4 minutes, c'est parfait. Et donc, on a cette figure de l'autorité indépendante de contrôle qui est au cœur de cette logique de confiance et qui oriente toute la réglementation européenne. On n'est quand même pas du tout dans une logique d'autorégulation, contrairement à ce que pourraient faire penser ces services d'intermédiation de données, et sous réserve de ce que pourra dire Anne Tida de sa vision de ces formes de régulation, mais plutôt d'une forme de régulation externe par un organisme de contrôle désigné, régulé, contrôlé par les autorités publiques. Et donc, il me semble que ce contrôle par les autorités de régulation reste fondamentalement destiné à prévenir les risques pour la concurrence, pour la protection des données. Et donc, finalement, ça atténue un petit peu la spécificité de ce cadre juridique qui reste finalement arrimé sur des logiques assez classiques de concurrence en matière européenne. Et donc, l'identification d'une identité, enfin, la détermination d'une identité propre, des formes de régulation spécifiques
en matière de gouvernance des données s'atténue, me semble-t-il, un peu quand on regarde un petit peu le régime juridique pour promouvoir la confiance dans l'économie de la donnée, même s'il n'empêche que, et c'est assez rare en droit européen pour le souligner, qu'il s'arrime sur un projet malgré tout assez politique de gouvernance des données. Alors, merci beaucoup. Je voulais évidemment remercier Vincent Autriche pour son invitation à venir discuter de la question de la co-régulation. Et j'en profite aussi pour remercier Brunsen d'avoir suggéré mon nom à Vincent pour que je puisse venir avec elle jusqu'ici. C'est une réflexion de toute façon passionnante sur la normativité numérique qui m'intéresse aussi depuis plusieurs années avec un projet d'ouvrage pendant un cours à l'Académie sur ce thème, mais du point de vue du droit international. Alors j'avoue, quand être partie la fleur au fusil pour traiter de la co-régulation, puis Vincent a perturbé ma réflexion en insinuant qu'il y avait probablement une approche européenne de la co-régulation, ce qui, en tant qu'internationaliste, ne m'avait pas vraiment interpellée, pour finalement me rendre compte que les uns et les autres ont leur propre appréhension de ce que c'est que la co-régulation. Chacun a sa définition et que ce n'était pas si clair de savoir ce qu'on entendait par co-régulation. Donc, je vais essayer de démêler tous les fils avec vous, les fils de ce nœud terminologique. Dans un premier temps, je voudrais quand même préciser le point de vue depuis lequel je parle. Alors, je suis publiciste, internationaliste, française d'origine cambodgienne. Alors, ces précisions pourraient paraître totalement incongrues, mais plus je travaille sur le droit international du numérique, plus je me dis que la dimension culturelle, et Vincent l'a évoqué dans son introduction, la dimension culturelle est importante. Je suis d'ailleurs toujours agréablement impressionnée par la façon dont les Canadiens, et plus particulièrement les Québécois, et ce bref séjour l'a encore confirmé, la façon dont vous maniez avec tant de facilité le multiculturalisme, l'anglais, le français, la prise en compte des cultures autochtones. Il y a une fluidité qui est absolument admirable entre ces identités culturelles et qui font la richesse de la culture canadienne. Alors, c'est pour ça que je trouve qu'il est important de préciser son point de vue lorsqu'on parle de ces questions, parce qu'il y a finalement autant d'approches de la co-régulation que de personnes, peut-être, ou d'acteurs. Et donc, pour revenir à ce qui me concerne, moi, je suis publiciste, donc la place de l'État m'intéresse particulièrement. Mon approche, elle est nécessairement différente d'un privatiste, qui va avoir une approche de la co-régulation sans doute plus équilibrée, avec un regard peut-être tourné vers les acteurs privés. Ensuite, je suis internationaliste publiciste. Alors, ce qui veut dire que ma discipline, mon domaine de recherche, me conduit à réfléchir à ce qui rassemble, à ce qui est commun aux États pour produire une norme internationale. Contrairement aux internationalistes privatistes qui, eux, au contraire, ont l'habitude de gérer la diversité, les conflits de juridiction, les conflits de loi. Donc, on n'a pas tout à fait la même approche lorsqu'on traite d'un sujet comme celui de la co-régulation. Et puis, alors là, c'est nouveau, enfin, pour moi, ce n'est pas nouveau, mais c'est nouveau en fait de me situer comme ça. Lorsque je parle de recherche, je suis française et métissée, ce qui fait que je raisonne dans un système juridique de droit continental, mais j'ai une appétence pour d'autres approches culturelles du droit, et notamment, voilà, j'ai pu aborder dans l'ouvrage qui a été dirigé par Brunsen sur les approches culturelles de la protection des données, en comparant un peu les systèmes chinois, américains, nord-américains et européens. Alors, ces précisions vous paraissent sans doute pas forcément fondamentales, mais pour moi, elles me sont utiles dans ma réflexion sur le droit international du numérique parce que, notamment dans le domaine de la cybersécurité, on connaît beaucoup de blocages interétatiques et interculturels, ce qui explique sans doute le plus grand succès de la production normative à l'échelle régionale, par exemple européenne, enfin l'Union européenne, mais ce qui est en même temps paradoxal, voire contre-intuitif, puisque le numérique, par sa nature globale, appelle nécessairement la formation et l'application du droit international. Du moins, c'est l'idée qu'on s'en fait. C'est global, le droit international paraît le droit le plus adéquat pour régler cette question. Et ce n'est pas forcément le cas. Donc, après ces remarques préliminaires, on en revient à la co-régulation.
Historiquement, il semble que les premiers textes qui évoquent la corégulation dans le domaine du numérique datent de la fin des années 90. On a une étude du Conseil d'État, effectivement français, sur Internet et les réseaux numériques qui a été menée par Isabelle Falque-Pierrotin en 1998. Et juste après, un rapport d'un député européen, Christian Paul, sur du droit et des libertés sur l'Internet en 2000, qui a été demandé par le Premier ministre de l'époque et qui a donné la création du Forum des droits de l'Internet. À cette époque-là, donc fin des années 90, tout début des 2000, en France, la co-régulation, c'est un lieu, c'est une méthode de production de la norme que l'on va retrouver sans être explicitement nommé dans la Déclaration des principes de Genève du Sommet mondial sur la société de l'information qui a été adoptée en 2003. Pour rappel, la Déclaration de principes de Genève, la Déclaration de principes de Genève, elle explicite le mode de gouvernance adéquat pour Internet. Alors, ce qui est intéressant sont les paragraphes 48 à 50. Dans le paragraphe 48, la déclaration commence en disant que l'Internet est devenu une ressource publique mondiale. La gestion internationale de l'Internet doit s'exercer de manière multilatérale, transparente, démocratique, avec la pleine participation, et c'est là qu'on a tous les acteurs, les parties prenantes, les États, le secteur privé, la société civile, les organisations internationales pour assurer une répartition équitable des ressources, faciliter l'accès de tous et garantir le fonctionnement stable et sécurisé de l'Internet, dans le respect du multilinguisme. Alors, c'est une gouvernance donc multilatérale et multi-parties prenantes qui est adoptée en 2003, transparente et démocratique, et qui est justifiée par la gestion optimale de cette ressource publique mondiale. Donc, la gouvernance, c'est un mode de gestion des ressources avec toutefois deux limites. La première limite, elle a été évoquée tout à l'heure par Vincent, le fait que la question de la gouvernance, elle a été pensée pour des ressources qui sont limitées. Alors que les ressources numériques, elles se développent au contraire de manière exponentielle, ce qui pose la question de l'adéquation de ce modèle de gouvernance à la réalité du numérique. Dans le paragraphe 49 de la déclaration, elle précise la répartition des rôles entre ces différents acteurs en dissociant les questions techniques d'une part et celles de politique publique d'autre part. Alors c'est assez clair, vraiment limpide pour en 2003, c'est-à-dire que le pouvoir de décision revient aux États. Le secteur privé parle des questions techniques et économiques. Alors, on ne dit pas qu'il prend des décisions, on dit simplement qu'il joue ou devrait continuer de jouer un rôle important dans les domaines techniques et économiques. Les organisations intergouvernementales doivent coordonner les questions de politique publique et les organisations internationales ont un rôle important à jouer dans l'élaboration des normes techniques et politiques. Et ce qui est fantastique, c'est le rôle de la société civile. La société civile, elle a également un rôle important, elle a également joué un rôle important pour les questions liées à l'Internet, en particulier au niveau communautaire, ce qui ne veut rien dire et tout dire. Mais donc, on a quand même une répartition claire. La Déclaration de Genève, elle évoque, sans le dire, la co-régulation en définissant les rôles de chacune des parties prenantes dans la définition des politiques publiques, dans l'élaboration des normes au sens large, que ce soit des normes techniques, économiques, juridiques. La seconde limite à cette définition de la gouvernance et du modèle de régulation et de co-régulation qui s'y rattache, c'est que nous savons que aujourd'hui que cette distinction qui a été établie par la Déclaration de Genève entre politique publique d'une part, qui est réservée aux États, et questions techniques d'autre part, qui serait réservée aux acteurs privés, évidemment, est des plus artificielles. Que cette répartition et donc cette répartition des rôles telle qu'elle a été pensée, elle, en 2003, elle pose question aujourd'hui puisque de plus en plus, on parle à la fois des politiques publiques et des questions techniques, enfin, tout est mélangé. Donc, il faut penser autrement cette répartition des rôles par les États qui décident et les autres qui apportent leur expertise dans les domaines techniques ou économiques. Donc, par conséquent, si la gouvernance est un mode de gestion des ressources publiques mondiales,
La régulation, c'est finalement la méthode de production de la norme qui correspond à ce modèle de gouvernance. C'est la raison pour laquelle on différenciait traditionnellement, d'une part, le gouvernement et la réglementation, c'est-à-dire la production d'une norme juridique obligatoire par les autorités publiques selon des modes classiques, législatifs, réglementaires, et d'autre part, la gouvernance et la régulation, donc gouvernement, gouvernance, réglementation, régulation, c'est-à-dire, dans ce deuxième cas, la production de normes, pas forcément de droits, de normes dont les effets de droit sont mal définis, obligatoires ou non, contraignants ou non, le fameux effacement du seuil de normativité que défendait Prosper Veil, enfin, ou que critiquait plutôt Prosper Veil. Donc, il me semble que dans ces nouveaux registres donc, de gouvernance et de régulation, il y a toutefois un double glissement sémantique qui s'est fait à partir de la notion de régulation. Le premier glissement que je peux observer, c'est la coexistence chez certains auteurs, pour certains auteurs, entre deux modes de régulation. Vous avez certains auteurs qui vont dire qu'il y a la régulation traditionnelle qui est la régulation, la réglementation étatique, et puis des régulations modernes qui désigneraient l'autorégulation et la co-régulation. Il y a pour moi ici une confusion. Parce que sur le plan théorique, l'État pourrait tout à fait utiliser des modes de réglementation et non pas de régulation dans le domaine numérique en adoptant des lois, des règlements ou tout acte obligatoire produisant des effets de droit selon des processus traditionnels sans faire appel aux parties prenantes. C'est possible théoriquement. Sauf que dans ce cas-là, il ne s'agit pas de régulation étatique, mais bien de réglementation étatique. Mais en pratique, on constate effectivement que dans le domaine numérique, l'État fait systématiquement appel à la régulation plutôt qu'à la réglementation. Et donc, on pourra plus tard revenir sur les raisons de ce choix dans ce domaine, mais on voit en fait un glissement sémantique où on parlerait de régulation étatique pour parler de réglementation et de régulation moderne qui serait l'autorégulation et la co-régulation. Moi, il me semble qu'il faut différencier ce qui relève de la réglementation classique, qui effectivement, sans faire appel aux parties prenantes, et de la régulation qui peut être utilisée par l'État, mais aussi par d'autres acteurs, et on parlera alors d'autorégulation ou de co-régulation. Le deuxième glissement sémantique, et c'est Brunstein qui m'a soufflé ça hier quand on discutait un peu de nos interventions, elle me faisait observer la confusion qui pouvait régner en droit de l'Union européenne du fait de l'utilisation du terme anglais regulation pour règlement qui aujourd'hui est employé peut-être dans un sens plus large, non pas simplement pour désigner l'acte, le règlement, mais pour aussi désigner le processus normatif, la régulation. Et donc, finalement, on a une confusion ou un glissement où on parle de régulation, non plus pour le règlement, mais pour ce processus de à la fois réglementation et de régulation. Le problème est que derrière le terme de régulation, ici, il y a une approche particulière, celle du libéralisme économique qui vient avec la mondialisation. Et donc, on peut encore une fois s'interroger sur la pertinence de la réglementation étatique dans le domaine du numérique, mais sans forcément s'inscrire dans le modèle de la régulation. Il faut toutefois avoir conscience du choix des termes qui sont utilisés parce qu'il faut questionner le processus de formation de la norme et pas forcément en choisir un par principe ou sinon savoir pourquoi on choisit le modèle de régulation plutôt que celui de réglementation. Alors dès lors, la régulation, quel que soit son mode, autorégulation, co-régulation, on va y revenir, la régulation est-elle incontournable en matière numérique? Est-ce que c'est le seul mode de production de la norme du fait de la spécificité de l'objet sur lequel elle porte? Sans doute oui. D'une part parce qu'il y a un choix d'un modèle libéral de développement des Internets. Ce libéralisme a pour effet, disait Catherine Kessedian dans son ouvrage sur le droit collaboratif,
d'accorder plus de place aux acteurs privés, que ce soit la société civile ou les entreprises, dans la formation du droit. Elle fait d'ailleurs aussi référence à la démocratie participative. La régulation est sans doute aussi incontournable en matière numérique du fait du choix d'une gouvernance multipartie prenante, parce qu'on a considéré que c'était une ressource publique mondiale. Alors, on aurait pu tout à fait choisir un autre mode de gestion, par exemple celui des biens publics communs, comme les fonds marins, l'espace extra-atmosphérique, et la question redevient d'actualité. On réfléchit à la gestion d'Internet, à la gouvernance de l'Internet au niveau international comme un bien commun, avec les modèles de l'espace extra-atmosphérique ou des fonds marins. Encore une fois, la régulation paraît aujourd'hui incontournable parce qu'on a fait le choix d'une appréhension particulière de l'objet numérique. Si on pense ressources publiques mondiales, si on pense bien commun, et si aujourd'hui on évoque aussi le risque global, pour penser la régulation de l'Internet ou du numérique, on appelle la régulation ou la co-régulation. Alors, je prends l'exemple du risque global. Le risque global, c'est très à la mode en ce moment. Par risque global, on entend, si on prend le rapport du Forum économique mondial sur les risques globaux de 2021, ça désigne les pandémies, le changement climatique, les risques financiers et le risque numérique. Ce qui caractérise les risques globaux, c'est le fait qu'ils trouvent leurs origines dans de multiples causes, comprenant à la fois les actions et les omissions d'acteurs variés. Personnes privées, les États, les organisations internationales, et le fait qu'une action dans un lieu est susceptible d'avoir des répercussions planétaires partout ailleurs. Enfin, planétaire tout court, ça suffit. Ces risques sont également marqués dans un contexte d'incertitude radicale. Nul ne peut prévoir exactement l'évolution des changements climatiques, d'une pandémie, les conséquences d'une cyberattaque. Troisième caractéristique du risque global, ça découle en partie de causes naturelles, ce qui est moins vrai évidemment pour le numérique, mais c'est surtout qu'ils sont largement créés par la société, ce qui les différencie des risques plus classiques. Et enfin, ils sont favorisés par le phénomène de mondialisation en raison de l'interdépendance et du développement des échanges qui favorisent la propagation des maladies infectieuses, mais aussi des effets d'une cyberattaque ou l'augmentation de la toxicité de l'environnement. Donc, appréhender par exemple le numérique comme un risque global, c'est appeler l'intervention, une décision à plusieurs niveaux, qui peut être nationale, régionale, internationale, c'est appeler l'intervention de différents acteurs, prendre en compte les actions et les omissions de tous ces acteurs, de toutes les parties prenantes, donc un modèle de co-régulation également. Donc, les choix politiques qui ont été opérés conduisent nécessairement à l'utilisation de la régulation comme processus de production de la norme, et plus particulièrement donc à la co-régulation, c'est-à-dire que rapidement on a opposé la réglementation étatique d'un côté et l'autorégulation des acteurs privés. Or, entre les deux, on a cette idée de co-régulation, c'est-à-dire finalement d'un processus de production partagé de normes dont les modalités sont variables. Christian Paul, qui a été à l'origine du rapport de 2000, que j'ai évoqué tout à l'heure, disait « Il existe, je le cite, il existe plusieurs formes de régulation légitimes, mais il ne faut pas confondre les genres, et le pouvoir de l'État ne se partage pas. Si une forme nouvelle de coopération entre les acteurs privés et publics se met en place, il n'y a pas pour autant impuissance publique ou abandon des souverainetés. » Très français sans doute. Ce qui est intéressant dans cette citation, c'est qu'il souligne l'un des enjeux majeurs du choix du mode de régulation. Le risque d'accaparation du pouvoir normatif par les acteurs privés, la crainte de la perte de souveraineté pour l'État et finalement, plus largement, la question de savoir, et ça sera je vais avoir deux questions. La première question, c'est qui est l'auteur légitime de la norme dans le domaine du numérique? Alors, dans le domaine du numérique, tout processus normatif relève de la régulation, c'est ce que j'essaie de montrer dans ce premier point, et même de la co-régulation, si on a une définition large, puisqu'on va faire intervenir à la fois l'État et les acteurs privés. Reste à savoir ce qu'on entend plus précisément par co-régulation, parce que les définitions, elles sont nombreuses, et surtout, comment on identifie l'auteur légitime.
Alors, les définitions, elles sont nombreuses et on a vu une évolution du concept. Au début, la corégulation, c'est un lieu où se construit le consensus entre divers acteurs de la régulation. Il s'agit d'échanger des informations, de se coordonner, de constituer une instance de concertation, de conseil. Donc, la co-régulation, à ce moment-là, c'est plutôt un processus pré-normatif. Elle intervient dans la phase préliminaire d'une réglementation qui, elle, va être prise par l'État. Donc ça, c'est vraiment le tout début. Je citais le rapport Paul de 2000. Dans la déclaration de principe de 2003, donc plutôt au niveau international, cette fois-ci, on exclut, on ne parle pas de la dimension temporelle, le pré-normatif, on évoque simplement une répartition matérielle des rôles. Chacun a son rôle et surtout, le pouvoir de décision reste aux États. Il y a une hiérarchie entre les acteurs publics et les acteurs privés. Et puis, si on prend par exemple l'accord interinstitutionnel mieux légiféré qui a été conclu en octobre 2003 et signé en décembre 2003 entre la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil, on quitte la logique de discussion entre les acteurs publics et les acteurs privés pour privilégier un mode de répartition des rôles, donc il y a une résonance avec la déclaration de Genève, donc l'instrument international, mais ici, toutes les parties prenantes doivent participer à toutes les étapes du processus de formation de la norme juridique. Donc, on a changé la logique. Ici, on a une volonté d'associer toutes les parties prenantes à tous les niveaux du processus de formation et non pas d'inclure forcément une hiérarchie entre les acteurs publics et les acteurs privés. Alors, il y a des limites quand même au pouvoir public. Je pourrais y revenir. Notamment le principe de subsidiarité, classique comme on l'entend en droit de l'Union, et surtout l'idée la plus novatrice dans cet accord interinstitutionnel, le fait qu'il ne faut légiférer que dans la stricte mesure des nécessités exigées par les objectifs. C'est-à-dire qu'il faut laisser au secteur privé le soin de décider des moyens à utiliser pour réaliser ces objectifs. Donc, la co-régulation, à ce moment-là, en droit de l'Union européenne, c'est l'idée que les autorités publiques fixent les objectifs et c'est les autres parties prenantes qui vont décider des moyens les plus adéquats pour répondre à ces objectifs. Alors, dans cette perspective, qui est l'auteur légitime de la norme? Ça peut être l'État. On voit la conception du droit international, ça reste quand même un peu l'État. Ça peut être les entreprises, ça peut être éventuellement la société civile, plus difficilement. La réponse à la question de l'auteur légitime, elle peut varier selon le domaine. Je me souviens d'une conférence à l'ANSSI, donc à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information française, il y a quelques temps, où je discutais avec des entrepreneurs du domaine de la cybersécurité et où on me disait l'État est mort. Enfin, dans le domaine de la cybersécurité, l'État est mort. Voilà, sauf qu'aujourd'hui, on voit un discours sur la souveraineté numérique de l'État, partout, pour tout. Donc, il y a une résurgence de l'État avec le concours des acteurs privés aussi, qui vont aussi dans ce sens. Donc, la question de l'auteur légitime, elle dépend peut-être du domaine, elle dépend aussi de l'approche choisie. Si vous êtes positiviste, le seul auteur légitime de la norme, c'est l'État. Si vous êtes plutôt pour le pluralisme juridique, vous allez prendre en compte aussi les sources matérielles, c'est-à-dire le droit produit par tous les autres acteurs. Si vous avez une logique libérale ou au contraire, enfin une logique libérale, votre auteur légitime, ce n'est pas forcément l'État. En tous les cas, il va falloir, libéral économique, il va falloir prendre en compte le point de vue des entreprises. Mais on n'évoquera pas forcément celui de la société civile. Si vous avez une approche matérielle, que vous choisissiez une approche risque global ou plutôt bien commun, évidemment, l'auteur légitime ne sera pas le même. Et selon aussi la conception de la norme qu'on va avoir, est-ce que pour nous, une norme, c'est une norme de hard law ou de soft law, c'est du droit souple ou pas? Quelle est la manière dont on conçoit la norme, évidemment, va influencer la façon dont on va répondre. Donc, il n'y a pas de réponse unique à la question de l'auteur légitime de la norme. Pour un publiciste, l'État, évidemment, ne peut pas disparaître. Force est de constater qu'il faut prendre en compte toutefois les autres parties prenantes, mais la question est comment? Donc, nos appréhensions du droit et du numérique conditionnent nécessairement notre réponse à cette question. On ne peut pas raisonner sur ce qu'est ou doit être la régulation au regard de la légitimité de l'auteur de la norme.
quand on justifie, enfin on est obligé finalement de justifier le point de vue duquel on se place. On peut toutefois tenter de réfléchir à la corégulation sous un autre angle. Quel est le meilleur modèle de corégulation? Je vous propose 2 critères pour évaluer les modèles de corégulation parce qu'il y en a plusieurs. L'effectivité de la norme, ça c'est une des idées derrière la corégulation. L'effectivité qui désignerait le rapport entre le droit et le fait, la norme est-elle appliquée dans la pratique? Alors la corégulation, elle permet d'assurer l'effectivité de la norme en prenant mieux en compte les intérêts et les besoins de tous les acteurs concernés. Il faut toutefois faire une distinction, par exemple, entre la corégulation ascendante et la corégulation descendante. Si je reprends la distinction élaborée par Yves Pouillet, qui est professeur à l'université de Namur, la corégulation ascendante, c'est l'autorégulation des acteurs privés qui précède la reconnaissance législative par les autorités publiques. On a d'abord l'autorégulation et ensuite une reconnaissance législative qui va confirmer la validité de cette autorégulation et ajouter à son effectivité. Donc, il y a une effectivité réelle en principe parce que ça vient en fait des parties intéressées et c'est validé finalement par l'autorité publique. Pourtant, ce n'est pas le modèle choisi, par exemple, dans le RGPD. Quand vous prenez les articles 40 et suivants sur l'autorégulation, les codes de conduite, la certification, les labels, et aussi quand vous regardez l'article 32 qui montre l'intérêt pour les entreprises d'avoir recours à ces sources de régulation diverses, on voit qu'on est plutôt dans une corégulation descendante, c'est-à-dire qu'on va avoir recours le recours au mécanisme d'autorégulation va suivre l'intervention législative. Elle va être appelée par elle dans le cadre d'un strict contrôle des autorités publiques. Donc là, je rejoins ce que disait Vincent sur les services d'intermédiation de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a quand même le contrôle de l'autorité publique a posteriori et on fixe les objectifs par l'autorité publique. Donc il y a une effectivité dans l'élaboration de la norme qui est sans doute moins présente que dans le modèle précédent, la corégulation ascendante, puisque les objectifs sont définis par le pouvoir normatif, mais cette effectivité, elle est renforcée dans son application parce qu'il y a une mise en œuvre. Le choix des moyens est fait par les parties intéressées, par les acteurs, les parties prenantes, et la validation et le contrôle par les autorités publiques. Alors, je n'ai pas le temps d'en discuter, mais la méthode OCDE, du point de vue du droit international, elle est vraiment intéressante sur la corégulation. Comment elle est reconnue, c'est-à-dire que cette méthode OCDE, qui est une organisation interétatique, mais qui est reconnue pour son approche ascendante, consensuelle, une approche fondée sur les faits qui est extrêmement intéressante dans la formation des normes, qui est extrêmement efficace, et aussi dans son application des normes, parce qu'ils ont des processus de révision systématique des normes qu'ils produisent, qui les conduisent quand même, par exemple, à abroger presque, par exemple, en 2016, 12% des instruments juridiques en évaluant les instruments juridiques au regard de leurs objectifs, en les abrogeant et en proposant des nouvelles normes. Donc, c'est un système de co-régulation qui est extrêmement réactif pour prendre en compte les besoins du secteur, avec des principes qui sont établis par l'OCDE pour la révision de leurs normes. Donc, l'OCDE, c'est une organisation qui est très intéressante du point de vue de la co-régulation. Et j'en finis avec mon deuxième critère, qui serait celui de l'efficacité. Est-ce que le modèle de co-régulation choisi est-il effectif? Est-il ensuite efficace? Évaluer l'efficacité, c'est évidemment, ça nécessite de définir les objectifs. C'est ce que fait l'OCDE. Pour chaque instrument, elle a des objectifs et elle évalue ses instruments au regard de ces objectifs. Ça peut aussi être une évaluation au regard des valeurs véhiculées par l'instrument, mais on peut identifier plusieurs objectifs. Si on prend encore une fois le régime de protection des données personnelles, mais on pourrait prendre celui aussi, les régimes relatifs à l'IA, enfin les projets sur l'IA, vous avez des objectifs qui sont différents. Protéger les droits fondamentaux, assurer la libre circulation des données, ou au contraire protéger la sécurité nationale d'un État, si on prend différents modèles. Choix des objectifs, c'est évidemment un choix politique, et ce, peu importe l'approche juridique choisie, telle que je l'ai évoquée tout à l'heure, ou quel que soit le type de norme.
Du point de vue du droit et de la politique publique, l'efficacité, elle va induire, dans le cadre de la gouvernance, la question de la transparence et puis aussi au regard des risques de la corégulation, essayer de limiter la prédominance de certains acteurs plutôt que d'autres, le risque de capture par certaines catégories d'acteurs. Donc, en conclusion, on voit que la co-régulation, c'est un processus qui est adapté au numérique de par sa dimension globale de l'objet, que la co-régulation revêt néanmoins plusieurs formes, peut avoir plusieurs définitions, mais si on a une approche très générale, un processus partagé d'élaboration de la norme selon des formes variées, voilà, ça paraît adapté avec des formes extrêmement diverses. L'évaluation des modalités de ce processus dépend du point de vue adopté et des objectifs assignés à la norme. Et finalement, pour répondre à la question initiale de Vincent, est-ce qu'il y a un modèle européen? Alors, c'était à vous sans doute de nous le dire. Si je reprends ce qu'a dit Brinsen sur le service d'intermédiation des données, je constate, c'est-à-dire l'accent sur le régulateur plus que sur le prestataire, si je t'ai bien écouté, je crois qu'il y a effectivement peut-être un modèle européen par la place particulière des autorités publiques. Fixer les objectifs, assurer le contrôle. Et là, il y a sans doute aussi une continuité entre le droit international et le droit européen. Voilà, merci beaucoup.